Bonjour à tous et bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui navigue parmi les nuages. Je suis aujourd'hui avec mon hitman de la communication, monsieur Jérôme Blin. Bonjour Jérôme. Salut à tous. Et je suis avec un petit groupe de personnes aujourd'hui que je suis très content de vous présenter. Alors, si je dois aller de gauche à droite sur l'image en espérant que ce ne sera pas inversé ou quoi que ce soit, même si en podcast vous ne pouvez pas voir, c'est pas grave. On a Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour, enchanté. On a Marc Bonjour. et Thomas. Bonjour. Alors, toujours dans le même sens, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Ouais, très bien. Donc, Olivier, je suis spécialiste cloud chez Infomaniac. Je m'occupe des solutions cloud public, donc tout ce qui est computing, machine virtuelle, et aussi stockage de fichiers, les produits sur backup, donc ça qui est produits de type stockage objet, euh, des choses comme ça. Et moi, Marc Heller, je suis donc directeur général d'Infomaniac. Je suis de la société depuis 2004. J'ai commencé au support, évolué petit à petit au sein de la boîte et je suis dans la direction depuis 2016 directeur général. Et enfin, Thomas Jacobsen, j'ai rejoint Infomaniac en 2015. On était 43 personnes. Aujourd'hui, on dépasse les 210 personnes. Et je m'occupe de la communication pour Infomaniac depuis toutes ces années. Très bien, très bien. Merci beaucoup, messieurs. Alors, en préambule, pour donner un petit peu de contexte à notre conversation, je vais vous donner un peu un historique du cloud computing selon moi, hein, Père Castor, Anthony. Et donc, on peut dire que le cloud computing, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a peut-être 15-16 ans, quelque chose comme ça. À l'époque, on parlait déjà de fin de IPv4. Et mes profs me disaient qu'on pourra prendre des VM à la demande dans le futur. On est aujourd'hui dans ce futur. Anthony a son diplôme, les Big Three sont bien formés, mais tout ne s'est pas fait en un jour. Et donc, il y a 15-16 ans, si on regardait un petit peu le marché, ou plutôt il y a 14-13 ans, 13-14 ans, on a eu les premiers gros clouds avec les premiers gros noms tels qu'on connaît aujourd'hui qui sont venus avec des produits tels que AWS Beanstalk, pour ceux qui savent, Windows Azure, pour ceux qui savent aussi, et un Google App Engine. Et ces produits, c'était immense, c'était des grosses bêtes, globalement des plateformes as a service, mais qu'on fait un énorme flop. Un énorme flop, je pense, parce qu'en fait, les consommateurs voulaient faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire que chez eux, ils avaient du bare metal ou leur data center en prémise avec un VMware ou une autre solution pour faire des VM, un KVM ou peu importe. Mais ils voulaient faire de la VM. Du coup, quand ces gros providers leur ont proposé des passes où il faut tout apprendre, bah, personne n'était vraiment chaud pour y aller. Et dans le marché de l'informatique, en fait, les gens qui vendaient de la VM, c'était les fournisseurs de VPS. Et c'est toujours aussi beaucoup les fournisseurs de VPS. Et des fournisseurs à l'époque, et même aujourd'hui, il y en avait beaucoup, beaucoup, mais vraiment, vraiment, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de fournisseurs de VPS de par le monde. Mais dans cette population de fournisseurs VPS, il y en a certains qui ont décidé de prendre le virage du cloud. Et on peut citer, par exemple, Linode, OVH, Scaleway, Vulture, et bien sûr, nos invités du jour, chez Infomaniac, qui, de ce que j'ai compris, moi, faisait du cloud et de la virtualisation avant qu'on appelle ça du cloud et du cloud computing et tous les services qui sont avec. On pourrait dire des VM, c'est des VM, un VPS, c'est une instance cloud. Pas tout à fait. C'est ce qu'on va voir, je pense, avec nos invités. Le cloud, c'est plus que ça. C'est plus exactement les mêmes technologies, c'est plus les mêmes services, c'est plus les mêmes enjeux. Et c'est pour ça que j'ai invité aujourd'hui nos invités pour qu'ils viennent nous parler de tout ça. Et donc, bienvenue à nouveau à nos invités. On a toute une série de questions, mais avant de commencer avec mes questions, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ma perspective d'historien comme ça du cloud avec ma vision du marché qui s'est transformé du VPS en direction du cloud pour certains et des premiers acteurs, des gros acteurs qui ont fait un flop au début d'ailleurs.
Qu'en pensez-vous, messieurs? C'est assez juste comme analyse. Donc effectivement, le cloud a maintenant, on va dire, une petite quinzaine d'années. Mais parallèlement à tous ces acteurs qu'on a cités, notamment voilà, Microsoft, Google, AWS, hein, les gros, il y a aussi en fait la communauté open source qui en parallèle en fait a créé aussi leur version du cloud. C'est celle qu'on appelle OpenStack et c'est une des plus grosses infrastructures cloud en fait au monde avec une multitude d'acteurs qui l'utilisent. Nous, on en fait partie. OpenStack, on est dans le projet depuis le tout début. D'accord. C'est-à-dire que nous, on fait du cloud depuis plus de 10 ans maintenant. On a commencé vers 2012, ce Ferreur, à faire du cloud. Donc, on était dans les tout premiers, en fait, à se lancer. Tout d'abord, c'était des services qu'on vendait. C'était justement des sortes de VPS, en fait, mais cloud, qu'on vendait à cette époque-là. Et petit à petit, en fait, on a évolué jusqu'à maintenant les services qu'on offre comme le public cloud. Et l'offre, en fait, elle est hyper variée et le cloud, durant cette quinzaine d'années, a évolué sous plusieurs formes. Et la forme maintenant la plus aboutie, c'est justement ce public cloud avec tous les API qui vont se plugger autour. Et c'est très intéressant que tu me dises OpenStack parce que bah, c'est un gros machin, notamment pour pas mal de gens. Et surtout pour les gens qui souvent ont dit qu'OpenStack n'était pas fait pour le public cloud. Enfin, moi, je comprends pas vraiment le truc. Après, j'ai peut-être pas tous les tenants et aboutissants, mais bah, Infomaniac, c'est un peu la preuve que vous prenez cette technologie OpenStack, vous la supportez et vous faites un public cloud qui marche complètement, si je me trompe pas. Complètement, ouais, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on l'utilise. On l'utilisait d'abord en interne chez nous. Et après, voilà, comme disait Marc, on a commencé par proposer des VPS, donc des petites instances machines virtuelles que le client peut toujours, hein, le produit existe toujours chez nous, donc ça marche très bien. Les gens peuvent en quelques clics démarrer une machine virtuelle chez nous, mais on s'occupe de tout configurer pour eux. Et puis on a évolué. Après, il y avait une grosse demande des clients qui était quand est-ce que vous sortez vraiment un cloud public où on peut faire notre infra nous-mêmes. Et donc on a pris un peu de temps pour le faire, mais on l'a fait. Et c'est que ça marche bien maintenant. On a beaucoup de gens bah, locaux qui attendaient ça. Euh, et c'est vrai que OpenStack, c'est une grosse infra. Il faut beaucoup de connaissances. Il y a une grosse communauté. Ça évolue assez vite. Euh, il y a des projets qui apparaissent, qui disparaissent. Il faut un peu faire le tri dans tout ce qui se passe. Il faut regarder ce qui est hype ou pas, qu'est-ce qui va être qui va durer 10 ans ou qui va disparaître, il faut faire un peu de tri dans tout ça. Et donc nous, on fait en sorte de, voilà, ce qu'on propose, il faut que ça reste. Et Ouais, on va acquérir les compétences qu'il faut pour, voilà, après, maintenir toute cette infra, la faire évoluer. Ça, c'est un autre challenge important. C'est tout à fait. déployer un cloud, c'est déjà quelque chose. Après, il faut faut le maintenir, le faire évoluer. Donc, ouais, pas mal d'enjeux. Bah, pour moi, en Après, fait, excuse-moi, vas-y, Thomas, excuse-moi. ouais, ce que je trouve intéressant, c'est de mettre un peu des chiffres. La chance qu'on a, c'est, comme le disaient Marc et Olivier avant, c'est que ça fait plus de 10 ans qu'on utilise déjà ces technologies. Et Infomaniac, c'est aussi un service de stockage en ligne comme K-Drive, un service comme Swiss Transfer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que typiquement, Swiss Transfer, vous me compléterez si jamais je me trompe, ça a été lancé comme un projet de test pour vraiment mettre à l'épreuve notre Swift qui gère tout ce qui est stockage objet du cloud. Et aujourd'hui, K-Drive, c'est plusieurs pétaoctets de données qu'on gère quotidiennement. Et notre propre infrastructure, on la met vraiment à l'épreuve avec plusieurs millions d'utilisateurs qui utilisent du mail, du Drive, du stockage S3 aussi avec des solutions de sauvegarde cloud. Et c'est ça qui nous donne cette confiance, cette robustesse. Et c'est pour ça qu'on a aussi, on voulait être sûr de proposer quelque chose qui soit mis à l'épreuve et parfaitement fiable. Très bien, très bien. OpenStack, moi, j'ai travaillé un peu dedans. Du coup, je peux avoir 500 000 questions à ce propos-là. Mais avant de partir sur OpenStack, euh, qui est Infomaniac? Et, ça se situe où? Combien de personnes? Je crois que, comme je disais tout à l'heure, vous êtes assez ancien. Il me semble que c'est 1996 ou quelque chose comme ça quand l'entreprise commence. Enfin,
Qui êtes-vous? La société a été fondée en 1994 par euh, Boris Siegenthaler, qui a été CEO de l'entreprise durant des années et qui, depuis 2020, est directeur des opérations. Pardon, directeur stratégique, excusez-moi. Donc, Boris voilà, s'occupe en fait de la vision sur le long terme d'Infomaniac, de savoir dans quelle direction on va et comment on évolue. Cette casquette lui va extrêmement bien parce que c'est lui qui a, donc, comme j'ai dit, fondé l'entreprise, mais qui a aussi su réinventer l'entreprise au fur et à mesure de l'évolution du marché et des besoins. Infomaniac, historiquement, c'est un club informatique qui est devenu une entreprise en 1994, comme on disait, qui d'abord vendait du matériel informatique. Ensuite, avec la venue d'Internet et la demande des clients, on a commencé en fait à fournir des connexions Internet. Et rapidement, les gens voulaient des sites Internet. Donc, à partir de là, Infomaniac a commencé à se lancer dans l'hébergement. Et là, c'est devenu plus l'Infomaniac qu'on commence à connaître maintenant. Pendant pas mal d'années, Infomaniac vendait donc de l'hébergement avec du mail. Et à partir de 2015 à peu près, on a de nouveau eu le dernier virage d'Infomaniac. Et là, on a commencé à fournir toute une suite d'outils collaboratifs. Donc, on fournit du mail, du drive, des outils de visioconférence. On fournit du chat également, qui est une alternative à Slack notamment. Tous ces outils, par exemple, qu'on utilise en interne et qui sont parfaitement adaptés en fait pour des PME. Et en parallèle à ça, on a notre métier historique en fait qui est l'hébergement et qui évolue aussi au fur et à mesure. Et puis depuis quelques années, on est vraiment redirigé sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, tout l'univers du cloud et plus particulièrement le public cloud pour ces dernières années. Très bien. Donc, c'est un Pour les catalogue. chiffres, Oui, excuse-moi, vas-y, pardon, vas-y. Non, 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 vas-y. ouais, chez Infomaniac, on est 220 collaborateurs. Donc, comme disait Thomas en préambule, il y a quelques années, on va dire il y a 6-7 ans, on était une quarantaine. Donc, on a beaucoup évolué ces dernières années, justement avec ce nouveau virage, comme je disais, en 2015. Euh, on est situé à Genève, en Suisse. Infomaniac est une entreprise indépendante, donc elle appartient entièrement à ses employés. Et on a des valeurs assez fortes qui nous guident en fait tout au long de nos décisions et de nos choix, et qui sont en fait les trois valeurs de l'ADN, c'est-à-dire le respect de l'environnement, le respect de la vie privée et les engagements sociaux. D'accord. Donc ça, c'est voilà, c'est un panel Infomaniac. Et je dirais, pour compléter, ce qui nous distingue principalement des autres acteurs cloud, c'est qu'on ne se limite pas à revendre des surcouches. On va vraiment faire tout de bout en bout. Les data centers, c'est nous qui les avons construits depuis le début. Les logiciels, la suite collaborative qu'on propose, c'est majoritairement développé par nos soins et aussi en partie sur des briques open source qu'on a adaptées. Et c'est vraiment ce qui nous permet de maîtriser de bout en bout la chaîne de valeur et aussi la sécurité. Et c'est pour ça que la vie privée, comme Marc le disait, c'est quelque chose d'important. Et selon nous, pour pouvoir assurer la vie privée et la protection de la vie privée et la sécurité aux données de nos clients, on ne peut pas le faire si on ne maîtrise pas de bout en bout la chaîne de valeur, parce que sinon, on se base que sur la promesse des licences, des solutions qu'on revendrait. Et c'est aussi notre philosophie, c'est de créer de la valeur, c'est de créer des postes, c'est de créer de l'emploi, c'est de développer des technologies qu'on maîtrise, qui sont souveraines, et pour justement aussi contribuer à l'économie locale. Donc c'est vraiment ça qui nous distingue par rapport aux autres acteurs. Très bien. Très bien. C'est une très belle description. Merci beaucoup, Thomas. Euh, tu me disais, Marc, que vous avez une offre variée. Moi, ça m'a fait tilter comme quoi vous vendez du cloud et du cloud. Quand on dit du cloud et du cloud, c'est parce que si je parle de cloud à ma mère, elle va me dire oui, iCloud et Dropbox, etc. Et si je parle de cloud à Jérôme, par exemple, il va me dire oui, AWS, etc. Donc, vous vendez une offre qui est, enfin, la partie Drive, mail, suite collaborative en ligne, tout ça, c'est destiné précisément aux entreprises ou en tant que particulier, on peut aller chez Infomaniac et ouvrir son adresse mail?
On est tout à fait accessible pour les particuliers. On a un service gratuit, c'est-à-dire que chez nous, on peut gratuitement créer en fait une adresse mail avec un domaine @ethic.com ou IKEA Mail. On peut, avec cette adresse mail, on reçoit aussi un drive et on peut utiliser pas mal de nos outils. On a cité notamment Swiss Transfer au préalable. Donc oui, c'est tout à fait utilisable en fait par des particuliers. D'ailleurs, on a beaucoup de particuliers en fait dans notre base client. On peut dire qu'à peu près 40% de nos clients sont des particuliers. Donc, on est tout à fait orienté en fait à fournir des services à tout le monde. D'accord. Bah, à entendre ça, en fait, vous êtes entre guillemets directement en concurrence avec une suite collaborative telle qu'on peut le trouver chez les gros. Sauf que vous, vous avez pas vous ne lâchez pas comment avait dit Google, Google, c'est pas Google et ton ami, si. Vous ne lâchez pas le Google et ton ami, et vous ne lâchez pas vos valeurs, en fait, qui vous permettent d'avoir une step au-dessus des offres concurrentes, notamment les américaines. Parce que, bon, on a à peu près une majorité des gens qui ont un compte chez Google. Ce compte chez Google, on sait ce que Google fait avec les données, c'est le principe de Google, de toute manière. Euh, du coup, sans déployer d'argent, en fait, vous êtes sur un step up par rapport à un même produit. Vous êtes en train de me dire aussi que la tarification est à peu près dans les mêmes eaux, puisque vous proposez aux particuliers de venir relativement gratuitement avec un compte limité, bien sûr, je pense. Mais oui, vous avez l'air d'être en concurrence directe avec ce genre d'offre, mais avec une éthique qui fait la cerise sur le gâteau en réalité. Est-ce que mon C'est sentiment est correct? concurrence directe, toute proportion gardée, évidemment. Mhm. Euh, Concurrence avec Google et compagnie, mais toute proportion gardée. C'est-à-dire que nous, en fait, on s'appuie déjà avant tout sur ce côté local. On n'a pas une ambition mondiale comme pour avoir Google, d'essayer d'avoir tout le monde en client. Nous, on vise vraiment des clients européens. C'est-à-dire qu'on va fournir des services qui sont adaptés à la clientèle européenne et qui sont compatibles en fait avec notre culture finalement. Donc, on va proposer des services justement où on ne va pas prendre les données de nos clients pour les commercialiser parce que c'est absolument pas notre ADN et absolument pas notre souhait. C'est-à-dire qu'on traite les données de nos clients comme on souhaiterait qu'on traite les nôtres. Donc c'est là-dessus qu'on part. Donc nous, souvent on nous demande mais comment vous faites, ou bien alors si c'est gratuit, c'est vous le produit, etc. En fait, le business model est très clair. C'est-à-dire que nous, on va essayer de vendre derrière après nos solutions payantes. Il n'y a pas de choses cachées. C'est-à-dire que comme on disait, c'est-à-dire que le service est limité. On va offrir 15 gigas d'espace disque, 20 gigas en parallèle sur le mail. Ensuite, on a donc il y a ces limitations, il y a certaines features en fait qui manquent. Et puis, on va compter sur le fait qu'une partie en fait de ces clients décide de convertir et passer en service payant. Et c'est avec ça en fait qu'on finance le développement de l'ensemble de nos produits. Et c'est un produit d'appel en fait surtout. Et ce qui est intéressant, parce qu'on parlait prix, tarif avant, c'est qu'en développant toutes nos solutions en Suisse, qui est quand même un des pays avec les salaires les plus élevés au monde, eh bien, on arrive à des tarifications sur les offres payantes. Typiquement, si je prends du K-Drive avec 2 Tera de stockage, ce qui est quand même gigantesque, on a des tarifs qui sont beaucoup, beaucoup plus avantageux que si on regarde du côté des hyperscalers américains. Et Olivier pourra nous en dire plus. Avec le public cloud, on a des tarifs jusqu'à 40 fois plus avantageux que AWS à performance égale. Donc, nous, on a retourné par rapport au public cloud, on était un peu choqués quand on a fait nos calculs et on a retourné ça plusieurs fois. Il y a même des ingénieurs système qui sont venus voir la direction et qui ont dit mais vous êtes sûr, là, on va pouvoir assurer le développement du produit et le matériel et tout ce que ça implique avec l'ouverture de nouvelles régions. Est-ce qu'on va réussir à tenir ça avec des tarifs comme ça? Et la réponse est oui. Et la question, c'est plutôt pourquoi est-ce que les marges sont si importantes du côté des hyperscalers? Une des réponses à ça, c'est qu'on est indépendant, justement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas répondre à des demandes d'actionnaires, en fait, toutes les années, et faire de plus en plus de Ouais. bénéfices. C'est absolument pas dans ça qu'on se range. Donc, effectivement, on est une entreprise commerciale, on doit faire du bénéfice, mais on reste raisonnable.
Et à ce niveau-là, on n'est pas. Voilà, les marges qu'on a calculées sur le produit sont les marges qu'on a toujours fait. Et ça fait bientôt 30 ans qu'on vit avec ce type de marge. Donc, en fait, c'est bien la preuve que ça fonctionne. Donc, oui, on arrive avec un produit qui peut être surprenant, en fait, pour un hébergeur européen, mais c'est entièrement réalisable et on le prouve tous les jours. Et je complète juste encore cet aspect tarification. C'est aussi l'avantage d'utiliser des technologies qu'on maîtrise, qu'on développe ou qui sont basées sur de l'open source, des technologies libres. C'est qu'on n'a pas des licences intermédiaires dont le coût est répercuté sur les clients. Et Tout à c'est fait. ça qui permet de garantir aux clients une évolution tarifaire qui est stable. Et ça donne aussi plus de choix aux clients qui, en cas d'insatisfaction ou si tout d'un coup Infomaniac devait élever ses tarifs de manière disproportionnée, les clients auraient aussi le choix de déménager leur infrastructure ailleurs parce qu'ils ne sont pas loqués chez un provider avec des technologies propriétaires. D'accord. D'accord. C'est très intéressant que tu me parles de lock-in, justement. J'ai une petite question rapide à ce sujet-là. Euh, j'ai la réponse dans ma DV, mais j'ai vécu dans ma tête, en fait, là, sur le coup. Vous pratiquez pas de tarifs pour les données sortantes de votre cloud, si je me trompe pas. Exactement, il n'y a pas de facturation là-dessus. Mais de nouveau, ça fait partie de notre philosophie. Nous, on souhaite une politique transparente. En fait, on traite vraiment nos clients comme on souhaiterait être traités, c'est-à-dire d'avoir des coûts cachés, ouais, c'est un peu des calculs, des petits calculs en fait d'apothicaire pour se dire tiens, on va aller gratter quelques centimes par-ci par-là. Alors déjà, on n'a pas le volume pour que ça fasse une réelle différence. Donc à partir de là, il n'y a aucun intérêt à le faire. Donc on va plus être proactif si on voit par exemple que je sais pas moi que quelque chose peut être exploité, parce que ce qui peut arriver en l'occurrence par WS, c'est qu'ils sont tellement gros qu'ils sont exploités par la planète entière, qui va essayer de choper la moindre petite faille pour essayer d'aller prendre du calcul gratuitement, miner du bitcoin, etc. Nous on va être plus proactif, et plutôt que se dire on va tout passer sur la taxation, quoi, on va plutôt euh, regarder en fait avec les différents acteurs qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer et changer, mais du coup on peut rester entièrement transparent en fait sur nos tarifs. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. À l'époque, quand Infomaniac a lancé ses hébergements web, on était aussi pratiquement meilleur marché que les offres qui se pratiquaient à l'époque, parce qu'à l'époque, créer un site internet et acheter un hébergement web, ça coûtait extrêmement cher. Et quand on est arrivé sur le marché, les entreprises ne nous prenaient pas au sérieux pour ça. D'avoir une offre à 180 francs, 180 euros, c'est à parité égale les prix suisses euros en ce moment. C'était impensable. Et avec le public cloud aujourd'hui, c'est la même chose. Et en fait, le fait d'arriver après les géants du web, nous, on a pu fixer les tarifs au juste prix, alors que eux, qui ont déjà un volume d'affaires énorme sur ces services qui pèsent extrêmement lourd dans leur chiffre d'affaires, si eux, maintenant, ils diminuent de 30 à 40% ces prix, ça a un impact beaucoup plus important pour eux que pour nous. Ouais. Oui, oui. En fait, moi, j'ai fait une étude en début d'année, un état de l'art du compute en Europe, où donc j'ai benchmarké environ 25 cloud providers disponibles en Europe, des public cloud avec du IaaS et de la VM et du block storage. Et j'ai découvert Infomaniac l'année dernière. Et en fait, typiquement, quand les gens me disaient qui c'est le cloud le moins cher d'Europe, Anthony de ta boule de cristal, le cloud Mercatien, dis-nous qui est le moins cher d'Europe. J'avais deux options, soit Kamatera, soit Etzner, et c'était toujours les mêmes qui revenaient. Et ensuite, j'ai découvert Infomaniac, et là, le graphique qui me donne le prix performance des fournisseurs, il a changé. D'un seul coup, il y avait une grande courbe bleue avec Infomaniac qui était la première. Au niveau prix performance, juste tout simplement parce que la barre des prix est aussi la plus basse chez Infomaniac. Et en fait, c'est à ce moment-là que d'ailleurs, je t'ai rencontré Thomas, parce qu'il fallait que je vous pose des questions à propos de ce pricing. Il fallait aussi que je vous montre cette donnée si vous ne l'aviez pas, parce qu'elle est très intéressante. Et du coup, sans broncher, moi, je peux affirmer, si on me demande qui est le cloud le moins cher d'Europe, aller chez Infomaniac. Et plus que dire que juste aller chez Infomaniac, ce qui est intéressant, c'est de dire que
En fait, Hetzner, c'est une bonne solution. Voilà, c'est pas cher, les VM sont relativement performantes, mais ils font que de la VM et ils ne font à côté, oui, aussi du bare metal. Pareillement pour Kamatera, ils ne font que de la VM, un bloc storage un peu en carton, qui est un peu compliqué. Mais voilà. Alors que Infomaniac, on est sur un OpenStack qui peut évoluer. Vous me parlez déjà de Swift. Vous me parlez déjà, on peut rajouter toutes les solutions qui existent sur OpenStack. Si demain vous voulez faire un FAS, vous vous plongez dedans une petite année, vous comprenez le truc et vous pouvez le mettre en production pour vos clients. Donc, en plus d'être les moins chers, on a une perspective d'évolution chez vous avec des produits qui peuvent arriver et popper parce que vous êtes des chercheurs dans ce domaine-là et qu'OpenStack, il faut se tenir à jour. Mais avant de passer à d'autres questions, j'ai Monsieur Blin qui a souvent des questions très intéressantes parce que moi, je suis là avec ma casquette de technicien, je suis toujours en train de parler de technique et de sortir plein de mots en anglais avec des sigles, etc. Et lui, il a un peu plus les pieds sur terre et il a un autre angle de vision. Donc, nous sommes tous oui si tu as des questions, Jérôme. Alors, des questions, j'en ai des millions, encore une fois. Il va falloir faire un épisode de 8 heures. Surtout que, alors en plus, je ne suis pas du tout payé pour être objectif, j'interviens pas pour être objectif. Et donc, je peux dire que, en fait, ça va, c'est sans aucune flagornerie que j'adore les services d'Infomaniac. Je les adore en tout cas pour ce que j'ai testé, c'est-à-dire la suite collaborative, etc., etc., que j'ai testé en 2020. Merci. Si j'avais choisi, c'était surtout pour des problématiques de souveraineté, de vie privée, en fait. Hein. C'est l'argument marketing principal, en tout cas pour la suite collaborative. Et c'était pour moi, et ça l'est toujours d'ailleurs, l'alternative. Et c'est dommage de vous qualifier ça d'alternative, mais bon, c'est comme ça, c'est le business. La meilleure alternative à Google, à la suite Google. Je suis désolé de vous comment dire, cataloguer en tant qu'alternative, alors que c'est pas ça en vrai, mais bon, dans la vision du consommateur, ça l'est un peu. Et il y a un truc, c'est que les semaines passées, on a parlé pas mal d'environnement, de souveraineté, etc., dans d'autres épisodes. Et il y a un truc, comment dire, une sorte de quelque chose de cyclique par rapport à ça, notamment dans le cloud, c'est la vision qu'on peut avoir par rapport à l'environnement et la souveraineté. Souvent, certaines pratiques des cloud providers sont décriées ou en tout cas elles sont remises en question par rapport à la souveraineté ou à l'écologie, à l'environnement. Comment vous voyez, qu'est-ce que vous pensez en fait de la façon dont on traite ces informations, dans la façon dont les entreprises présentent, les cloud providers, dont vous, leur vision de souveraineté, d'écologie, on va dire, et la façon dont, sur les réseaux ou dans la presse, on traite ça. C'est une large question. Ouais. On peut commencer peut-être à comment c'est traité et ça pourra après défiler sur la thématique. La question est en fait au niveau des médias, mais pas que, hein, même au niveau peut-être des fois des entreprises, au niveau des gouvernements, c'est qu'on a l'impression en fait d'entendre que la souveraineté, c'est même crucial en fait. Pour les gouvernements, par exemple, c'est absolument essentiel en fait d'être souverain sur ces données et sur ces technologies, parce que sinon on va se retrouver à terme à devoir payer des licences pour la moindre utilisation qu'on veut faire. Et on sait déjà bien qu'aujourd'hui, tout est numérique, mais comment ça sera dans 10 ans, dans 20 ans? Et si aujourd'hui, et même hier, on décide de ne pas faire ce virage et d'être souverain sur nos données, mais également surtout sur nos technologies, nos data centers, les logiciels qui les font tourner, on va se retrouver à devoir payer des licences ad vitam aeternam à des grands groupes en fait et qui, par-dessus tout, également ne défendent pas forcément les mêmes intérêts que nous. Donc c'est
la question, elle est extrêmement large à ce niveau-là. Et quand on suit le débat public, il est plus en train de s'orienter sur comment on pourrait légalement réussir à mettre nos données chez Google ou chez AWS sans que cela pose trop de problèmes. Et quelle garantie pourra nous offrir sur le fait qu'ils ne traitent pas nos données? Mais la question, elle est totalement biaisée. Elle n'est pas là, la question. La question, c'est comment faire pour qu'on puisse avoir nos propres technologies pour ne pas avoir à payer plus tard des licences. Et finalement, au-delà de financièrement, mais payer le prix en fait de ces choix. D'être tenus en otage par des sociétés, des entreprises qui peuvent monter les prix du jour au lendemain, qui peuvent d'un coup décider d'arrêter tel ou tel service qu'on utilise et qui est crucial, qui peuvent décider de changer simplement leur politique en fait en termes de traitement des données, en termes de plein de choses finalement. Donc on est vraiment tributaire de ces services-là. Et nous, c'est absolument Ce qui se passe en ce moment avec la thématique de la souveraineté numérique, c'est qu'on a des montages légaux, comme le disait Marc, et aussi en termes de sécurité avec le chiffrement, pour faire passer la pilule. Mais il faut se rappeler que quand on met ces données dans un cloud, on sort du cadre légal local à un cadre légal qu'on ne maîtrise absolument plus, qui est celui du prestataire cloud. Et ce cadre légal, quand on utilise une solution américaine, il devient américain. Il est plus européen, il est plus suisse, il est plus français. Et on accepte des conditions légales qu'on ne lit la plupart du temps jamais et qu'on n'accepterait jamais dans la vraie vie. Et pour parler de souveraineté numérique au sens le plus fort, ça ne suffit pas d'avoir le stockage des données qui est sur son propre sol français, suisse, belge et ainsi de suite. Il faut aussi se soucier du logiciel qui va accéder, traiter à ces données. Et il va falloir aussi se soucier aux sociétés qui développent ces logiciels, qui construisent ces data centers. Et enfin, toute la chaîne. toute la chaîne. Et ensuite, regarder le financement de ces entreprises. Parce que quand on voit, si on prend l'exemple de Alibaba Cloud, qui est majoritairement sponsorisé par le parti chinois, c'est évident que des entreprises qui sont financées par des investisseurs qui ne sont pas neutres ne seront pas aussi neutres dans l'application de leurs conditions générales. Et quand on a des sociétés comme les géants du web qui pèsent autant d'un point de vue chiffre d'affaires et qui commencent à dépasser celui du PIB de certains pays réunis, c'est plus des entreprises privées qui sont neutres. Et c'est là qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie de développer comme prestataire numérique pour le futur et d'avoir conscience que ces entreprises ont un poids beaucoup trop important et que, comme le disait Marc avant, ce serait beaucoup plus souhaitable d'avoir une sorte de biodiversité de beaucoup d'entreprises tech qui développent un savoir-faire au niveau local plutôt que de concentrer tout ça dans une poignée d'entreprises qui vont finalement concentrer peut-être des centaines de milliers de développeurs, mais pour les milliards d'individus qu'on finance publiquement et qui sortent et qui produisent des gens extrêmement talentueux au niveau local, si on continue comme ça, ils auront bientôt plus le choix que d'aller en Amérique ou en Chine, parce que il ne faut pas se leurrer, les prestataires, les intégrateurs locaux, ils ont beaucoup rendu service aux géants du web dans un premier temps pour s'intégrer, pour donner confiance au tissu local, pour revendre les solutions. Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec des solutions comme Microsoft 365 qui peuvent que s'utiliser directement dans le cloud de Microsoft et plus on-premise sur site, c'est qu'on a tendance à se passer des intermédiaires locaux. Et du coup, toutes ces entreprises qui ont ramené des clients en fait aux GAFAM, qui leur ont fait migrer en fait à l'époque sur du Exchange on-premise, donc dans leur serveur qu'ils avaient dans leur bureau, se retrouvent en fait en plan du jour au lendemain quasiment avec Microsoft qui dit non mais ça c'est fini, maintenant vous mettez tout sur le cloud. Et c'est vraiment la direction qu'on est en train de prendre et c'est ce que nous on souhaite absolument éviter. Et c'est pour ça que je disais que le traitement qui leur est réservé finalement est assez naïf. Et on le voit même au niveau des formations. On dépense énormément. Là, j'ai parlé pour la Suisse particulièrement, mais c'est valable pour la France, la Belgique et les autres pays. C'est qu'on dépense énormément pour la formation, notamment en informatique, pour finalement des personnes qui vont aller travailler pour des entreprises qui ne payent parfois même pas des impôts sur notre sol. Ce genre de choses, je ne comprends pas pourquoi et comment on l'accepte. Et j'ai l'impression qu'en fait, on est en train de l'accepter parce qu'on se dit ce qu'ils font, c'est miraculeux, c'est fantastique, il n'y a que eux qui peuvent le faire. Et du coup, on accepte finalement ça.
Mais non, c'est pas vrai. Et on le voit bien. Nous, on est 220. En guillemets, on n'est que 220. Et on gère un public cloud, d'autres services, et tout ça en parallèle. Et ça fonctionne très bien. Donc, il faut réussir à casser ce mythe, casser cette barrière et exiger de ces entreprises qui deviennent beaucoup trop grandes, en fait, finalement, de rendre des comptes, tout simplement, et de respecter nos lois, de respecter de comment ça fonctionne ici, de payer des impôts ici et voilà, de mettre un réel cadre. Et c'est de nouveau, on est sur ce côté un petit peu, c'est Internet, ce qui se passe sur Internet, c'est virtuel, c'est un petit peu la jungle, mais non, en fait, ça ne devrait pas l'être. Et voilà, on demande justement un traitement qui soit plus, plus raisonnable, tout Ouais. simplement. Mais le problème, c'est que c'est bien joli d'imposer nos conditions légales. Et le problème, c'est que l'évolution technologique va beaucoup plus vite que le droit. On le sait, les processus légaux législatifs sont extrêmement lents. Et quand la loi elle arrive, elle est déjà dépassée par rapport à la réalité technologique. Clairement. Et c'est pour ça que si on délègue tout ce développement à l'étranger, on sera toujours un cran en retard. Et plus le temps passe, moins on aura d'alternatives et on n'aura plus de levier de négociation pour imposer tout simplement nos valeurs, nos intérêts et ce qu'on souhaite garantir pour les données des utilisateurs européens. Ça, on le voit aussi, même rien qu'avec l'IA, hein. La loi, elle est totalement larguée par rapport au développement de la technologie. Mais il y avait un truc que moi, je me pose, j'ai un doute, je ne sais plus si votre drive est chiffré de bout en bout. Et les emails, enfin les emails, alors, c'est plus compliqué, mais Alors, chiffré de bout en bout, c'est-à-dire vraiment de bout en bout entièrement, non. Par contre, sont ouais. chiffrés à un autre niveau. C'est-à-dire que nous, on n'a pas accès aux données du client, mais effectivement, la clé, en fait, elle ne se trouve pas sur l'ordinateur du client. Ça, c'est des choses qu'on est en train d'améliorer. C'est-à-dire, typiquement, à vouloir, on va fournir, en fait, un système, par exemple, de Vault, en fait, sur le Drive, où les clients pourront mettre des données qui sont là chiffrées de bout en bout avec une clé qui se trouve en la possession unique de l'utilisateur. Ce dont on doit faire attention de notre côté, c'est de s'assurer que le client ne perde pas la clé au final. Ouais. Alors, ça paraît essentiel, enfin, ça paraît peut-être pour nous essentiel et évident, mais par contre, pour des utilisateurs qui sont moins à l'aise, ils vont se dire, mais au pire, je pourrais cliquer sur je me souviens plus de mon mot de passe, J'ai quoi. oublié. Mais voilà, là, il faut réussir à faire comprendre que ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut venir et dire, bon, bah, c'est chiffré bout en bout, ça marche parfaitement, un petit peu comme pourraient le fournir des services comme WhatsApp, etc. Mais ce n'est pas du vrai chiffrement bout en bout. Donc, Ouais. nous, on va le fournira vraiment correctement et on le fournira bien avec un vrai chiffrement end-to-end 100%. Mais ça nous demande en fait d'y aller pas à pas et de nous assurer de ne pas faire d'erreur parce que si on ne le présente pas suffisamment bien, au final, c'est l'utilisateur qui perd ses données, quoi. Et ça, c'est absolument critique pour nous. Et en plus, une problématique supplémentaire, c'est que notre cas suite, elle est vraiment collaborative et on ne doit pas Et oui, pêcher la collaboration avec des dossiers qui seraient chiffrés avec des clés en la possession des utilisateurs et ça rajoute une couche de complexité supplémentaire. complexité. Mais c'est déjà quelque chose dont... On y réfléchit, enfin, Ouais. au-delà d'y réfléchir, c'est-à-dire que si on prend notre commit, il est chiffré de bout en bout, on a des services en fait comme le KP, ce qui est chiffré de bout en bout, c'est les sauvegardes, voilà, exactement, Access Backup, sauvegarder de bout en bout. Donc nous, on est vraiment dans cette optique de le proposer, mais de le faire de En manière option. Quand c'est opportun, quoi. ouais, Et que ça ne va pas gêner. voilà, faut pas que ça gêne l'utilisation avant tout. Parce qu'on voit bien, les gens ont l'impression que c'est chiffré alors que ça ne l'est pas, ou alors ils ont l'impression que, bah, comme je disais, ils peuvent faire de leur clé alors que non, là, pour le coup, ils n'ont pas le droit. Il faut vraiment qu'on vienne à quelque chose de très clair et de très, très bien défini pour s'assurer que personne ne perd des données et que tout le monde puisse avoir les garanties qu'il souhaite. Et après, et pour le chiffrement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de faire prendre conscience aux gens que quand on chiffre end-to-end ses emails ou ses fichiers dans un drive, on perd énormément de fonctionnalités dont Ah je oui. pense la majorité des gens ne seraient pas prêts à renoncer. Et au final, c'est la demande est forte pour ces services, mais les entreprises ou les gens qui vraiment l'utiliseraient au quotidien, elle n'est pas si importante que ça. Et par rapport à K-Drive, j'en reviens, j'étais surpris, j'ai découvert sur YouTube par hasard, quelqu'un qui utilisait notre K-Drive en chiffrant ses données end-to-end avec des solutions comme Boxcryptor. Ouais, ce que Euh, j'utilisais. ouais, c'est Ouais, ça. il y a Cryptomator aussi, où tu peux Cryptomator, et il chiffrer y a en plein de amont et solutions. envoyer. Ça, et C'est là, c'est du pur c'est une end-to-end parce surcouche. on a même rien à voir Ouais, avec ça. Ouais, Donc, ouais. Ah, c'est à la maison en direct. Ouais. exactement. exactement. Ouais.
Et alors, en fait, là, ce que vous décriviez tous les deux, c'est exactement ma vie d'il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, en 2020, pendant le Covid, je voulais absolument que tout soit chiffré de bout en bout, mais c'était une obsession. C'était devenu une obsession. À tel point que c'était même pas raisonnable, en fait. Puisqu'en fait, je me tirais carrément une balle dans le pied parce que je perdais une fonctionnalité. J'avais ProtonMail, machin bidule. Alors, ProtonMail, ça a été un peu décrit aussi parce qu'il y a eu des soucis, comme quoi le gouvernement français aurait demandé des trucs, alors que bon, voilà. Et en fait, des fois, c'est ce que je m'interroge en fait sur le chiffrement de bout en bout. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais qu'Apple, ils l'ont proposé dernièrement sur leur service en signalant bien aux gens, mais vraiment au texto, limite en le prenant pour des teubés. Mais bon, c'est comme ça. Attention, parce que là, il faut vraiment imprimer, limite papier, la clé pour récupérer s'il y a un souci. Sinon, vous allez tout perdre, tout ça, tout ça. Et des fois, je me pose vraiment la question si c'est vraiment nécessaire. Le fait d'avoir ces données dans un pays où on respecte la vie privée des gens, c'est une chose. Après, le mode de chiffrement, bon, je pense qu'une solution comme Boxcryptor ou Cryptomator, c'est vrai que c'est pas mal Ça, aussi. ça dépend Et moi, j'ai une petite. des intérêts et du Ouais, besoin de chacun, C'est en ça. fait. C'est-à-dire qu'on ouais, peut avoir peut-être la majorité de ces documents qu'on n'a pas besoin de chiffrer, ou en tout cas raisonnablement. Je ne parle pas d'aller les envoyer ou de les mettre en ouvert sur Internet, mais les envoyer chez un prestataire de confiance où on sait qu'il y a derrière, c'est, on va dire, une démocratie et que les données sont respectées. Et justement, ce qu'on disait avant, une boîte, une entreprise qui a dans ses valeurs le respect de la vie privée, c'est déjà une grande partie du boulot qui est fait. Après, si au-delà de ça, on a besoin, pour des raisons autres, de vraiment avoir ces données qui sont chiffrées, je dirais par exemple, on va dire la recette secrète de la sauce magique d'un restaurant ou quelque chose comme ça, et qu'on veut surtout s'assurer que jamais ça soit lu par quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, oui, on rentre dans ce genre de choses, de chiffrement de bout en bout complet. Mais voilà, c'est un calcul à faire. C'est est-ce que je suis ouais. prêt à perdre la recherche, certaines aides en fait au niveau de l'IA qu'on pourrait avoir, peut-être un petit peu moins de facilité d'accès à ces données soi-même aussi, un petit peu tout ce genre de choses. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier ça pour les chiffrer? Et ça, toute personne est assez grande pour le savoir. Est-ce que je ferme la porte de chez moi en partant? Oui, non, c'est un petit peu la même chose au final. C'est de se dire, est-ce que j'ai besoin de... Bah voilà, on est chez soi. Est-ce qu'une fois que je suis chez moi, je ferme toutes les portes? Bah, peut-être que je ferme la porte quand je me change, et que le reste du temps, non. Bah, c'est un peu la même chose. Ouais, c'est Ok, une métaphore. Ouais. C'est comme si on fermait toutes les portes de chez soi avec des clés et qu'à chaque fois, il faut aller chercher la clé à quelque c'est part. ça. Ouais. En somme, il faut protéger ses nudes et le reste, on peut laisser ouvert. Il faut un volt. Mais dernière petite question. Enfin, petite question, non, elles sont pas petites en fait. Mais je voulais savoir, alors voilà, une question un peu plus imagée. Et alors, vous allez peut-être me répondre que ça dépend du point de vue du client. Mais on va dire s'il y a une grosse bataille à la Avengers, Marvel, etc., Super Power, etc. Et puis, ben, c'est bientôt la fin du monde, mais il vous faut une arme secrète. Vous, votre arme secrète, votre Hulk, c'est quoi chez Infonia? Est-ce que c'est plus la souveraineté? Est-ce que c'est vos pricing, prix de performance sur du IaaS, etc. Ça serait quoi? C'est les valeurs. C'est globalement les valeurs d'Infomaniac. C'est-à-dire qu'Infomaniac se construit autour de ses valeurs. Et c'est ça qui est pour nous notre vrai élément différenciateur. C'est-à-dire, on pourra parler notamment après, je pense, de la partie environnementale, euh, où on ne le fait pas juste parce que c'est un effet de mode. On le fait depuis 2007, qu'on est impliqué énormément sur l'environnement et ça monte crescendo, quoi. Donc, de plus en plus. Ça, c'est vraiment un élément différenciateur. Après, c'est l'aspect respect de la vie privée. On en a parlé là déjà pas mal sur le fait qu'on ne va pas lire les données de nos clients, on respecte les données de nos clients. Ça englobe toutes les questions de souveraineté, de ce dont on a parlé maintenant. Et le troisième axe, c'est les responsabilités sociales. Et dans les responsabilités sociales, il y a notamment le fait d'employer localement. C'est-à-dire qu'on va employer tous les employés d'Infomaniac travaillent ici à Genève ou à Winterthur, qui est un autre bureau dans la partie germanique de la Suisse, enfin germanophone de la Suisse, pardon.
et c'est pour le support technique, en fait, pour qu'on puisse répondre en fait, à notre clientèle, du coup, germanophone. C'est plus simple de le faire depuis là-bas. Mais sinon, tout le monde, en fait, est sur site à Genève. Et ça, c'est aussi un de nos très gros points forts, parce que en fait, on a le savoir-faire qui est ici sur place. Et si on arrive justement à sortir des produits tels qu'on fait, si on arrive à avoir un public cloud qui est robuste, performant, efficace, avec un prix qui défie fortement la concurrence, c'est parce qu'on a des équipes qui sont là depuis longtemps et finalement on peut Le construire. noyau dur. Hein. Exactement, on a un noyau dur, mais un noyau dur, en fait, il grandit sans arrêt. C'est pas 5 personnes qui sont là depuis tout le temps et qui partiront jamais. C'est au contraire, c'est en fait, chez Infomaniac, les personnes ont tendance à plus trop partir. C'est-à-dire qu'on a des collègues qui viennent, enfin, comme je disais, moi je suis là depuis 2004, donc ça va faire 20 ans. J'ai commencé au support technique, j'ai évolué dans la boîte, etc. Et ça, c'est typiquement, dans mon cas, c'est assez important pour sentir les besoins utilisateurs, les clients, ce qu'ils veulent, comment ils vont réagir en fait à telle ou telle nouveauté, parce que je les connais bien. Mais parallèlement à ça, on a notre CTO qui est aussi là depuis plus de 20 ans. Lui, je crois qu'il a 22 ans maintenant. Il a connu tout ce qui se faisait en fait en évolution technique chez nous depuis le début. Et on a la personne qui a commencé à travailler sur le cloud, comme on disait, il y a plus de 10 ans chez nous. Il est toujours là, il est toujours dans l'équipe. Olivier est là maintenant depuis quelques années et il va encore probablement rester, j'espère, rester encore un bon moment chez nous. Et en fait, on peut construire là-dessus. Donc, finalement, ces engagements sociaux qui sont déjà une bonne chose, en fait, finalement, d'engager localement, de ne pas délocaliser. On a tout le support technique qui est ici, toutes les équipes qui sont là. En fait, ça, c'est déjà bien pour la communauté, on va dire, de la région, de la impôt, etc. Mais c'est aussi bien, en fait, pour nous, finalement, de savoir qu'on a tout le monde qui est là, entre guillemets, sous le même toit. On se connaît tous très bien. On a bossé ensemble. Finalement, on peut faire je dirais pas des miracles, parce que sinon on donnera raison aux GAFA, mais on peut faire en fait des très belles solutions en travaillant ensemble et en se connaissant bien. Donc c'est Vous êtes anti... Pardon. Et en Vous êtes pleine anti-full remote alors? Oui, on peut dire ça en fait. Anti-full remote, c'est-à-dire que on a besoin en fait de se parler. Ouais, On bien sûr. a, on a besoin de se voir, on a besoin de ces moments où on mange ensemble et on parle travail, puis on parle pas travail, ou alors on parle d'autre chose et on revient sur le travail, on noue des liens. On a vraiment besoin de se voir et de se parler. Et quand je dis ouais, on est vraiment un peu une grande famille. Hein. C'est-à-dire que on commence à être beaucoup. On connaît encore la majorité des personnes, la majorité des prénoms. Je connais voilà, enfin, c'est le cas pour tout le monde, mais on parle avec énormément de monde et on a besoin, en full remote, on perd tout ça. Il n'y a plus que du boulot, il n'y a plus que des lignes de code qui sont pondues, il n'y a plus de discussion entre les gens et ça, on va absolument le perdre. Donc, on propose du remote parce que Ouais. forcément, les gens le veulent. Ça fait toujours du bien aussi d'être pendant un moment isolé et pouvoir se concentrer vraiment sur ce qu'on fait. Mais le full remote, c'est contre-productif pour une boîte comme nous qui fonctionnons énormément. Et c'est ça qui fait qu'en pleine digue pour nous, on arrive à recruter et à attirer parce qu'aujourd'hui, les gens qui sortent des écoles, ils voient le monde comme il est, ils voient des challenges climatiques, des challenges géopolitiques, et ils ont à cœur de vouloir contribuer à quelque chose qui fait plus que juste générer du chiffre d'affaires pour du chiffre d'affaires. Et puis moi, il y a une autre chose sur laquelle je voulais revenir par rapport à nos valeurs. C'est que parfois, ça peut mettre même des bâtons dans les roues à des gens comme moi et mon collègue qui s'occupe du marketing, parce que évidemment, on adore analyser des données. Et je me souviens, on se retrouvait une fois en réunion en réunion management, et la préoccupation, c'était de pouvoir savoir si on peut garder du tracking analytics dans la partie manager ou juste après le shop, après avoir passé une commande. C'est une donnée très importante pour voir notamment le taux d'abandon et qu'est-ce que font les gens après avoir commandé un produit. Et là, c'était assez génial de voir les collaborateurs qui étaient dans la réunion qui disaient non, non, mais ça, c'est pas Infomaniac, on fait pas. On dégage ça d'ici. On veut pas de tracking. Une fois qu'on a quitté la partie pure achat, on veut plus traquer, les gens sont chez eux, c'est pas Infomaniac. Et pour dire que ça limite même des actions marketing qui seraient pourtant très profitables pour nous. C'est marrant parce que ça me fait penser un peu. Alors, je termine juste, Anthony.
Ça me fait penser, encore une fois, à une entreprise que je cite beaucoup, mais que j'aime vraiment beaucoup, qui n'a rien à voir vraiment avec votre domaine, même s'il y a un élément, je sais plus, CEO, CTO de l'entreprise, c'est 37 Signals, les personnes de Basecamp et de Mail. Et ils ont vraiment ces valeurs-là, c'est-à-dire un esprit vraiment où chaque maillon est soudé dans l'entreprise. Ils sont environ 150, je crois, dans l'entreprise. Il y a la question justement du remote, full remote, où bah, il y a quand même un besoin nécessaire d'avoir un contact physique et social alors qu'on est dans la tech. Et ça va quand même encore une fois à contre-courant. Ces entreprises, ça fait 20 ans, ils sont là, ils sont toujours au top et ils ne suivent pas nécessairement euh, on va dire, changement de direction du vent, ils ne suivent pas c'est pas des girouettes, on va dire. Et puis, il y a cette question enfin, comment dire, du respect de la data, du respect du client, et puis de faire le produit selon ses valeurs et pas selon les valeurs des autres. C'est un peu comme si un artiste, ça va à l'encontre de l'artiste qui va créer sa chanson en fonction des goûts de son public et de l'artiste qui crée sa chanson selon son propre cœur, on va dire, de façon niaise, et le public adhère au sujet. Et ça, je trouve ça cool. Et c'est encore de la flagornerie, vous me direz peut-être, mais je le pense vraiment. Je suis ce genre d'entreprise. Celles qui ont des idées fortes, en fait. Jean Blin terminé. Non, c'est très intéressant ce que tu as dit, Thomas, sur le fait comme quoi votre propre éthique peut vous mettre des bâtons dans les roues parce que, enfin, quelque part, il y a l'éthique, il y a la morale, il y a plein de choses, mais ça s'appelle l'intégrité en fait. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes que entre vous et que vous devez penser vos choses pour vous, entre vous? Si vous continuez à appliquer votre éthique, c'est que vous avez simplement de l'intégrité. Pour en venir à sortir du philosophique et partir un petit peu dans la technique, j'ai une question qui est assez qui est assez évidente, mais pas forcément. C'est pourquoi est-ce que vous avez choisi OpenStack au-delà de l'open source? Il me semble que quand OpenStack est sorti, il y avait deux, trois autres solutions qui se voulaient. Je crois qu'il y avait CloudStack à ce moment-là. Vous auriez aussi pu partir, bon, je pense pas que vous serez parti là-dedans, sur du VMware Cloud. Enfin, à l'époque, je crois que ça s'appelait pas encore VMware Cloud, mais vous auriez pu prendre aussi Eucalyptus, je crois. Pourquoi avoir choisi OpenStack, in fine? Parce que vous aviez des copains chez Red Hat, ou que se passe-t-il? Non, alors, je n'étais pas là quand le choix a été fait, moi, en 2011. Je crois que le premier cloud OpenStack informatique, c'était 2011. Bon, je n'étais pas moi, j'étais au CERN à côté, hein. Sur OpenStack aussi. Mais c'est peut-être l'une des raisons qui a pu pousser à ce choix-là, c'est que nous, à Genève, on est à proximité du CERN, mine de rien, qui est un contributeur fort de la communauté enfin, d'OpenStack. Et donc, je lisais tout de suite sur des infras monstrueuses. Et ça valide aussi quelque part la solution technique, hein. OpenStack aujourd'hui, il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit. C'est extrêmement robuste. Il y avait déjà une très forte communauté à l'époque. Et puis on voyait qu'il n'y avait pas de, enfin, que c'était vraiment ouvert, libre. On n'allait pas s'engouffrer dans un truc qui allait nous bloquer derrière. C'était le cas pour CloudStack et Voilà. VM Cloud. Il y avait, enfin, VM Cloud, c'est évident, et CloudStack, il y avait justement cette hypothèse. Un peu ce qui était ouais, la belle fenêtre ouverte sur un bel avenir. Puis on ne s'est pas trompé, hein. OpenStack, c'est quand même, quand on regarde les features qu'il y avait en 2011 et ce qu'il y a maintenant, ou le monde qui contribue, euh, bah, ça c'est incroyable, quoi. Donc, C'est juste énorme. Je crois, bah, quand 2 ou 3 ans après sa sortie, c'était le projet le plus contribué juste après Linux, il me semble. ouais, je pense que Euh, le 3, ouais, il y a le kernel Linux en premier, et puis hmm, le 2 ou 3, c'est ça. toujours. Et dans les gros contributeurs, pas mal d'Européens. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question que j'avais en tête tout à l'heure quand vous parliez de souveraineté. Euh, quelle nationalité on doit lui donner à un code open source comme OpenStack? Est-ce qu'il est libre? Il n'y a pas de juridiction qui s'applique à lui-même. On ne peut pas dire que les auteurs sont américains. On ne peut pas dire qu'ils sont. Qu'est-ce que la loi dit là-dessus, en fait? Parce que j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. Je ne sais pas si vous l'avez.
Mais là, c'est de nouveau des questions philosophiques, du coup. Ouais, c'est On est- non, là, OpenStack existe avec des nationalités différentes. Et puis après, on voit que les gens, il y a des events OpenStack tout au long de l'année, et puis c'est des gens du monde entier. Donc, Et qui changent de pays même. qui changent, et puis les gens viennent, sortent, font autre chose, enfin, ça tourne. C'est un mélange permanent. C'est ce qui est beau en fait avec, Ouais. avec tout ce milieu en fait et Internet en général, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Il faut pas. Là, on peut vraiment plus réfléchir en nationalité. Et comme le code est transparent, il n'y a plus cette notion de qui a accès à qui. Ouais, Et c'est qu'on bien. c'est peut-être ouais, c'est le fameux citoyen du monde, on l'a trouvé. Tout le monde. Il est sur Anthony, on GitHub. t'a perdu, Il non? réfléchit. Il est en pleine. Ah non, c'est bon. Elle lag un peu. Elle lag un peu. Non, je Je sais disais, pas pour la pour Camille, parce ce que Zoom, citoyen du monde, c'est ça un marche user moyennement. GitHub. Vous m'entendez? Non, moi, en plus, je vous Exactement. entends, je vous entendais et tout, il n'y a pas de souci. Le dernier truc que j'entendais, c'était le citoyen du monde. Et justement, je te disais que oui, le citoyen du monde, il est déjà c'est un user GitLab, c'est sûr. Il n'y a pas doute là-dessus. Et, euh, et du coup, j'imagine qu'Infomaniac est impliqué la roadmap OpenStack, ne s- pas forcément impliqué dans le sens où vous faites des actions, vous faites des pull requests, etc. Mais de mon expérience, OpenStack, c'est compliqué en soi à maintenir. Une fois que vous avez passé un certain cap, c'est bon, vous maîtrisez la chose, c'est relativement simple, on va dire. Mais l'enfer d'OpenStack, c'est les mises à jour. Et du Alors, coup, qu'est-ce que toi, t'en penses des mises à jour, Olivier? Parce que, on contribue au OpenStack. Hein. Oui, énormément. Ouais. On contribue d'accord. énormément. En fait, notre volonté, c'est de ne pas faire les choses dans notre coin. Et puis même, c'est pas viable. C'est-à-dire que si jamais on prend juste ce que nous donne la communauté et que s'il n'y a pas ce qu'il faut, on adapte le code dans notre coin, à la prochaine release, il faut porter les changements, ça ne va pas. Ouais. Donc si on a quelque chose qu'on aimerait améliorer, on va soumettre quelque chose upstream et faire en sorte que ce soit accepté. Et normalement, on y arrive. Et puis les gens sont de toute façon preneurs, on contribue, c'est pour améliorer le produit. Si jamais ça fonctionne pas parce que c'est quelque chose qui va nous toucher nous spécifiquement notre métier ou Infomaniac et qui s'intégrerait pas au projet OpenStack, ça va pas servir d'autres personnes. Et ben là, on va faire différemment, on va penser différemment, mais on contribue le plus possible. Euh, et puis pour parler de mise à jour, en effet, OpenStack pendant très longtemps et encore maintenant, beaucoup de sociétés disent faut mettre à jour, et ben on va faire un nouveau cloud. On fait pas de mise à jour, on va essayer de tout migrer euh, d'une plateforme à l'autre. Alors nous, c'est pas ce qu'on fait. On a développé tout un tool qui est open source lui aussi, qui s'appelle OpenStack Cluster Installer, qui fait partie de Debian aussi. Nice. Donc c'est une course qui va permettre justement de déployer un cloud OpenStack dans un data center. Ce qu'il nous faut, c'est des machines qui soient up, connectées à un réseau, et après, on peut lancer le déploiement d'un. Et puis, pour les mises à jour, pareil, sur ce tool, on peut gérer des mises à jour, on va faire par module. C'est extrêmement compliqué à faire, mais c'est notre métier, c'est notre expertise. On arrive à gérer ça, on automatise de plus en plus, et on arrive à faire des updates assez régulièrement. Après, on a quand même beaucoup de clusters aussi chez nous, donc ça prend du temps, ils ne sont pas tous à jour en même temps. Je crois qu'on approche les 15 clusters OpenStack, euh, avec voilà, des pétas de données, des milliers de machines virtuelles. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et puis il y a toujours les failles de sécurité à traiter en urgence, ce genre de choses. Donc à chaque fois, les upgrades et ça fait partie de l'upgrade finalement, tout ça. Et donc, Ouais. on maîtrise quoi. Ça fait peur à beaucoup de gens. Ça nous faisait peur aussi au début, quand on commençait dans le monde OpenStack. Enfin, OpenStack fait peur en soi. Après, quand on est dedans, on en pense.
Mais aujourd'hui, C'est une grosse machine, OpenStack, c'est sûr, et on va pas se cacher. Non, l'avantage, c'est qu'on l'a commencé il y a 12 ans, et du coup, on a pu apprendre au fur et à mesure. Et c'est sûr qu'au début, on a essuyé les pots cassés, on a découvert des cas de figure qu'on n'aurait pas imaginé, des bugs, enfin, on a essuyé les plâtres, quoi, comme on dit, mais au fur et à mesure, voilà, on évolue, on apprend, et les infras se construisent, on les et comme maintenant, on se retrouve avec 15 clusters de gérer, des millions d'utilisateurs, nécessite vraiment une expertise de très haut niveau, quoi. Et c'est pas donné à tout le monde, mais voilà, justement, avec ces engagements qui Infomaniac, les gens qui travaillent ici ont du plaisir à travailler, à rester, et finalement, ça nous permet d'arriver à proposer ce genre de solution. Et l'autre chose importante aussi liée à notre contribution OpenStack, c'est que donc on utilise la distribution Debian et tous les paquets liés à OpenStack dans Debian sont packagés par Infomaniac. En fait, c'est nous D'accord, qui proposons les paquets OpenStack. Donc d'accord. on fait des paquets, donc on est au courant aussi des dernières failles, etc. avant tout le monde pour pouvoir patcher, etc. Et puis on gère tout, on gère les paquets déployés sur le système Debian. Donc quand il y a des choses à corriger, à mettre à jour, c'est extrêmement rapide pour nous. On republie des paquets, ils sont dispo pour la communauté, pour le monde entier en quelques minutes. Euh, on Mais, maîtrise mais, vraiment la. mais, mais, mais du coup, si vous êtes les auteurs des packages Debian pour OpenStack, on peut imaginer, je pense pas que Ubuntu, vu leur implication dans OpenStack, je pense qu'ils font les leurs plus ou moins. Mais Debian, c'est la base de beaucoup d'autres distributions. Et du coup, si on veut installer Debian sur un Mint ou sur un Debian ou je sais pas quelle d'autres distributions, on compte sur vos packages qui ont été packagés par Infomaniac. Si les distributions sont basées sur Debian et que les gens récupèrent les paquets Debian, ouais, vous verrez, regardez les infos, vous verrez que c'est packagé par Cool. Zico, qui est quelqu'un d'Infomaniac. Cool, Exact. très cool. Après, si vous voulez contribuer, hein, il cherche toujours du monde pour l'aider. Donc, Ouais, faut pas hésiter. il prospecte beaucoup, donc faut Ouais, pas hésiter à envoyer c'est son un gros CV. taf. Il y a beaucoup de boulot là. Ouais. D'accord. Autre sujet dont j'ai absolument envie de parler avec vous, c'est le Green IT. J'aime pas dire green, ça me saoule à chaque fois de dire green parce que ça fait greenwashing tout de suite. Mais dans l'idée, moi, de ce que j'ai lu à propos d'Infomaniac, c'est des vraies initiatives et c'est des vraies choses que vous faites. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un minimum? Alors il y a justement, comme je disais, il y a cette charte écologique en fait qu'on a mis en place en 2007. Qui était l'initiative justement de Boris Siegenthaler, le fondateur et directeur stratégique d'Infomaniac. Donc à ce moment-là, il a décidé en fait qu'Infomaniac doit respecter en fait respecter l'environnement tout court, on va dire, en établissant une certaine liste de choses qu'on doit respecter. Donc au début, ça a commencé, on va dire, relativement simplement, avec des changements d'ampoule, utiliser les bons produits, euh, de mettre en place une charte mobilité pour que les employés viennent en fait en vélo euh, ou à pied ou alors transport public. Mais elle évolue jusqu'à, on peut dire aujourd'hui, elle continue à évoluer, hein, mais au point où on en est aujourd'hui, par exemple, c'est qu'on va tout bientôt inaugurer le data center le plus écologique d'Europe, si ce n'est du monde, en fait, tout simplement. Et c'est un data center qui va en fait réutiliser entièrement la chaleur dans le but de chauffer des logements. C'est-à-dire que la chaleur en fait émise par les serveurs vient une pompe à chaleur qu'on va réinjecter dans le réseau en fait de chauffage à distance et on va pouvoir chauffer ces logements. Et en fait, pour arriver là, il y a toute une série de démarches et c'est de faire attention à tous les détails, c'est-à-dire de vraiment se concentrer déjà sur le métier. C'est-à-dire que là où on peut faire vraiment des améliorations, c'est le métier. C'est-à-dire que commencer les exemples que je donnais au début, des changements d'ampoule, des changements de produits, c'est super, mais aujourd'hui, c'est même pas 0,01% des efforts qu'on fait. Et il faut se concentrer vraiment sur le cœur métier, c'est-à-dire de développer du code efficace et pas de se dire, bon, bah, je mettrai juste plus de machines pour que ça tourne. Non, j'optimise le code pour consommer
moins de serveurs, moins d'électricité. Alors ça passe évidemment pour l'électricité, utiliser uniquement de l'énergie renouvelable. Ça passe par garder en fait les serveurs plus longtemps que prévu. Au début, en fait, les serveurs, on les essayait de garder 4-5 ans. Ensuite, on s'est dit non, mais en fait, il faudrait qu'on calcule l'énergie grise en fait émise par la construction de ces serveurs. Et on se rendait compte finalement que l'énergie grise utilisée pour la conception de ces serveurs, en fait, était une charge beaucoup trop lourde vis-à-vis en fait de l'électricité que consomment les serveurs plus anciens, parce qu'on sait que plus un serveur est ancien, plus il va consommer pour moins de puissance de calcul. Donc le calcul logique, c'est de se dire bon, ben, on le change, on prend plus récent. Mais en fait non, parce qu'on est sur de l'énergie 100% renouvelable. Donc à partir de là, le calcul en fait, il est faux, et c'est plus ça. Donc on a vraiment demandé à tous les fournisseurs. On a été traqué loin, hein. Il y a certains fournisseurs qui voulaient plus nous répondre au bout d'un moment, mais on a été chercher chaque composant, tous les moindres SSD, les moindres le ventilo, enfin tout. On a été voir quelle est la consommation, le coût que ça a, et en fait, ça aboutit finalement à se dire bon, bah, maintenant, les serveurs, on doit les garder 15 ans pour justement se dire à partir de là, on les change. Donc 15 ans, c'est sûr que la 15e année, ça ne va pas être la machine de guerre pour le calcul, hein, mais par contre, c'est des machines, on va utiliser par exemple 5 années déjà comme des serveurs normaux. Après 5 ans, on va les sortir, on va les rajouter, on prend souvent des slots bi-CPU, donc on met 2 CPU plus récents, on change la partie de la RAM, on redonne en gros un coup de fouet au serveur, on le remet une seconde vie pour quelque chose qui est des fois un peu moins gourmand, mais qui va parfaitement. Et après, à la troisième vie, au bout de 10 ans, bah, ça devient un serveur de backup, ça peut être pour faire des tests, etc. Donc, par exemple, il y a ça aussi qui est pris en compte. Et finalement, le spectre est ultra large, et on a des personnes en interne en fait, qui sont là pour voir où est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. On a développé tout un système en fait, de gestion des serveurs, de gestion de notre data center. Donc, c'est tout fait maison, où on sait quel serveur est utilisé pour quel service, et on va pouvoir bientôt en fait, proposer à nos clients l'impact en fait, CO2 des outils qu'ils utilisent. Alors, le but, ça ne sera pas de leur dire bon, bah, comme ça, vous compensez, parce que de toute façon, nous, on compense déjà à 200%, mais c'est de leur faire prendre conscience, de se dire que là, ton service que tu es en train de commander et que tu vas peut-être pas utiliser, bah, il consomme tant de CO2. Donc, fais attention à ce que tu utilises. Et ça peut paraître de nouveau un petit peu paradoxal pour une entreprise commerciale dont le but, c'est justement de faire de l'argent, mais on souhaite de nouveau, comme on disait au début, fonctionner en respectant nos valeurs. Et la partie environnementale fait partie intégrante de nos valeurs. Donc voilà, c'est pour parler. On parle de Green IT, nous on souhaiterait vraiment que ce soit l'IT de base en fait, et que les autres, on peut leur donner un nom un peu plus la glauque IT ou je ne sais quoi, mais nous c'est vraiment l'idée, c'est de dire que ce qu'on fait, ça devrait être un standard, et ce qu'on essaie de montrer, c'est que c'est possible. C'est possible de construire des data centers qui réutilisent l'énergie, c'est possible de compenser le CO2 à 200%. Si nous on arrive à le faire, toutes les entreprises devraient le faire en fait. Ça ne devrait pas être un choix, et ça devrait être obligatoire. Déjà, c'est un minimum. On sait que le plus important, c'est avant tout, c'est de ne pas polluer, donc il faut réduire en fait l'impact. Mais l'impact qu'on arrive à avoir, il faut qu'on le compense. Voilà, il y a toute une multitude d'actions, et je vais laisser Thomas qui a aussi beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et je dirais, pour donner une grande image, le cloud, ça pollue, ça c'est un fait. Et il y a principalement 2 axes sur lesquels on pollue énormément. C'est qu'on consomme beaucoup d'énergie et on émet beaucoup de CO2. Et c'est pour ça que nous, comme l'expliquait Marc, hein, avec tous les exemples qu'il a donnés, c'est qu'on va agir sur ces 2 leviers simultanément. Et c'est pour ça que dès 2013, on a déjà renoncé à tout ce qui est climatisation, ce qui a déjà drastiquement réduit la consommation énergétique. Et on a reçu beaucoup de récompenses pour cette avancée. Le problème, c'est que toute la chaleur des serveurs, parce qu'en fait, un data center, ça utilise de l'énergie, que ça va transformer en chaleur. Et le problème, c'est que cette chaleur, dans le monde entier, on la relâche dans l'atmosphère. Et c'est pour ça que, comme l'expliquait Marc, avant, notre prochain data center, qui démarre en ce moment même, revalorise toute cette énergie une deuxième fois, ce qui fait qu'on arrive à démontrer que le numérique, c'est plus un consommateur final de l'énergie, c'est un intermédiaire. Si on va consommer 1 mégawatt pour faire fonctionner les services que vont utiliser des millions d'utilisateurs, c'est 1 mégawatt qui va ensuite pouvoir chauffer jusqu'à 6000 logements par année, et des centaines de milliers en été, parce qu'il y a plus besoin de chauffer les logements en été, juste chauffer l'eau pour prendre ses douches. Et ça, c'est un aspect. Puis ensuite, il y a l'aspect CO2,
où ce qu'on s'est rendu compte chez nous, chez Infomaniac, c'est ce qui pollue le plus, c'est pas l'énergie, mais c'est l'achat de nouveaux serveurs, c'est ce qu'il expliquait avant, et c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de calculs et d'études, c'est ce que Marc expliquait, pour arriver au bon compromis performance, fiabilité et énergie, de se dire on les garde jusqu'à 15 ans. Et ensuite, ce qui émet le plus d'émissions de CO2, c'est assez drôle, c'est toujours pas l'énergie, parce qu'on n'utilise que l'énergie renouvelable, c'est les collaborateurs. C'est les déplacements professionnels de tous les jours, les gens qui se rendent au travail, et c'est ça qui va émettre le plus de CO2. Et seulement ensuite, on a l'énergie. Mais cette proportion est déjà beaucoup plus faible que les deux premiers. Et c'est pour ça que quand on achète un nouveau matériel, un ordinateur portable, un téléphone portable, une console de jeu, une télévision, ainsi de suite, ça a un poids en termes d'émissions de CO2 très important et que c'est pour ça que les constructeurs devraient de plus en plus assurer les mises à jour logicielles de leur appareil le plus longtemps possible et réduire la fréquence de renouvellement de notre matériel. Parce que nous, on le voit à notre niveau qui brassons énormément de matériel, c'est des investissements très importants, c'est ce qui émet le plus de CO2 et c'est là qu'il faut agir le plus. Et pourquoi Marc avant s'est permis de parler de la glauquitude écologique dans notre marché, c'est parce que quand on se tourne vers les hyperscalers, on a des superbes pages web, mais vraiment elles sont superbes, hein. Il y a des effets quand on scroll, ils ont mis le paquet. Et en fait, c'est juste des engagements, c'est des promesses. C'est dès 2025, on est climatiquement neutre. Chez un autre, c'est dès 2035, c'est climatiquement neutre. Ah, notre nouvel appareil, il est totalement climatiquement neutre. Mais ça veut juste rien dire. Parce que les émissions de CO2, on peut les compenser vraiment de manière très bon marché. Et c'est très critiquable parce que malheureusement, quand on plante des arbres, ça ne remplace pas les arbres centenaires qu'on vient de couper. C'est toute une biodiversité qu'on coupe avec. Et de planter des panneaux solaires, ça a aussi un coût en termes de matières premières et qu'on ne peut pas juste marquer que c'est climatiquement neutre sans attaquer vraiment le problème à la source, de regarder vraiment qu'est-ce qui émet du CO2, qu'est-ce qui consomme de l'électricité et qu'est-ce qu'on peut faire pour revaloriser au maximum ce qu'on utilise. Ça passe par faire attention à tous les détails, hein. C'est-à-dire que typiquement le matériel qu'on achète, on essaie de prendre du matériel qui est Local aussi. le moins irresponsable, on va dire. On va essayer de trouver justement du matériel local, c'est-à-dire que nos SSD, c'est des SSD qui sont fabriqués par une entreprise suisse qui fabrique en Allemagne. Donc à partir du moment où on a appris qu'il y avait cette entreprise, on a décidé, ben non, nos SSD, c'est chez eux. On ne va plus commander à Samsung pour ne pas les citer, par exemple. Idem pour nos panneaux solaires. Quand on a décidé en fait de couvrir tous nos data centers et celui de tous les voisins de panneaux solaires, on a été chercher nos panneaux solaires d'une boîte suisse qui va les construire en Allemagne aussi. Donc c'est vraiment faire attention à tous les détails et d'éviter d'aller acheter au meilleur marché, d'aller prendre le truc, ah bah tiens c'est ça vient d'où, on regarde même pas. Voilà, on évite vraiment au maximum, partout on peut économiser du CO2 ou de la consommation ou de la destruction de biodiversité, etc., on va le faire. Et data center aussi, tous les composants sont européens, sauf les caméras de surveillance, où là, malheureusement, on n'a pas le choix, il n'y a pas vraiment de choses européennes, en tout cas, on ne les connaît pas. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des références à nous partager, on est preneurs. Et évidemment, de consommer local avec des entreprises comme Swissbit pour les SSD ou Meyer Burger pour les panneaux solaires, ça a un surcoût. Mais en tout cas, pour les panneaux solaires, on y gagne aussi parce que leur durée de vie est largement supérieure que des panneaux solaires largement meilleur marché qu'on pourrait acheter en Asie. Et aussi, le rendement énergétique, 30 ans après, il dépasse encore il faudrait vérifier, mais je crois plus de 95% de rendement, ce qui est très important dans les panneaux solaires. Donc ça a aussi ses vertus et après, c'est une question de choix. Si on veut réindustrialiser l'Europe et être indépendant technologiquement, ça passe aussi par ces choix et des relations privilégiées aussi avec des partenaires qui sont pas loin de chez nous. Swissbit, ils sont venus nous visiter, ils sont venus faire des tests spécifiquement de leur SSD sur nos serveurs, et ça, c'est des choses qui seraient beaucoup plus compliquées à obtenir de multinationales. Micro. On n'entend plus. Moi, je t'entends plus, Anthony. Ouais, désolé, je disais tout à fait le fait d'être local vis-à-vis de vos valeurs, c'est déjà bien, mais en réalité, c'est aussi beaucoup d'avantages d'être local. Tout à l'heure, vous parliez du non-télétravail, des gens qui sont on-site et que ça fait des vrais liens sociaux. Bah, c'est la même chose. Si on est local, on peut tisser des liens sociaux,
quand on a un fournisseur, ne serait-ce qu'un fournisseur de cloud. Là, par exemple, on est entre francophones, je vous envoie un email en français, c'est déjà un plus. Vous parliez des germanophones, vous avez un service pour les germanophones, parce que vous sentez que c'est un plus de pouvoir communiquer directement avec les germanophones en germain, en allemand. Et, et du coup, oui, le local, clairement, c'est un bel argument. Mais à propos du green, du green IT, il y a un hic que moi je soulève depuis peut-être un an et demi, c'est celui du marché du GPU. Le marché du GPU, moi j'ai une vision, elle est un peu en mode saumon qui remonte la rivière, j'ai envie de dire, mais tout simplement parce que c'est difficile de trouver le marché du GPU écologique et notamment pour le GPU en lui-même, notamment pour le fait que Nvidia se renouvelle tous les 7 6 mois et que tous les cloud providers sont dans une course où ils définissent même des prix où ils sont à la limite du rentable simplement parce que pour l'instant, on est sur un marché où il faut attirer le plus de gens et pour attirer les gens, il faut du GPU. Enfin, je sais pas, je crois que chez Infomaniac, d'ailleurs, vous n'avez pas d'offre GPU, il me semble, ou je ne m'en rappelle pas. On en a, mais elles sont peut-être pas visibles tout de suite quand on ouvre un compte. Parce que ouais, les pubs, ça consomme énormément d'énergie. On n'a pas de clip dans nos data centers. On a des composants passifs aussi dans les serveurs. Il faut que les GPU puissent s'intégrer dans ce système-là. Donc, c'est clair que les GPU, enfin, nous, on cherche pas à avoir des crypto-mineurs. C'est quelque chose d'ailleurs, qui sont dans nos conditions générales. On refuse des gens qui viennent miner chez nous. Ouais, Donc, les GPU, par défaut, en tant que public, elles sont pas visibles parce que, au tout départ, on attirait surtout les crypto-mineurs qui venaient ouvrir des comptes gratuitement et puis qui minaient à Surtout fond. depuis nous, oui, ouais. Voilà. Ouais, puis de toute façon, ils payaient pas. Donc, Ils ne payaient pas de toute façon, donc il n'y a aucun intérêt pour nous ou pour la planète. Donc on a quelques GPU pour entraîner du modèle, etc. On est en train de voir quel modèle on peut intégrer et demande encore de la puissance supplémentaire. Donc là, on regarde ce qui existe. Nvidia, c'est un peu compliqué parce qu'eux aussi ferment les portes. Comment intégrer une carte graphique dans un système cloud si on veut faire du VDI ou des choses comme ça, il faut pouvoir partager la carte graphique, mais Nvidia, c'est des coûts qui sont juste monstrueux. Et c'est pas quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on regarde un petit peu ce qui se passe. Après, il n'y a pas une forte demande non plus euh, de notre côté pour avoir des GPU. En fait, les prix sont tels que forcément ça calme. Après, il y a des entreprises qui font justement des choses en lien avec de l'IA et qui vont les utiliser. Ouais. Mais voilà, ça doit de nouveau être des utilisations raisonnables. Et en fait, le prix des GPU limite presque la consommation qui va en être faite, quoi. Après, il faut juste s'assurer que c'est pas exploité par des mineurs, parce que c'est vraiment le souci qu'on a. C'est des mineurs de Bitcoin qui font des faits qui comptent avec des fausses cartes de crédit, qui en génèrent plein, qui consomment les GPU, enfin les GPU. Et ça, évidemment, ça c'est de la pure perte et qu'il faut qu'on à éviter. Mais c'est sûr que les GPU, c'est pas actuellement, c'est un peu la course après le plus puissant, sans forcément penser un petit peu aux impacts qu'il y a derrière. Ça va aussi avec finalement l'émergence de l'IA, avec les demandes qui vont de pair. Il faut qu'on ait en fait derrière une consommation en fait raisonnable de ça, c'est-à-dire de nouveau faire du code qui est aussi plus optimisé, de ne pas utiliser du GPU pour utiliser, enfin pas le faire pour le fun. C'est ce que je disais avant au niveau du code, c'est-à-dire qu'un des gros impacts qu'on aura nous, c'est de faire du code de qualité qui fait qu'on va pas devoir raquer des centaines de serveurs pour faire tourner quelque chose. Au niveau des GPU, c'est la même chose. Avoir des GPU pour faire des choses que les CPU pourraient faire, ou des GPU juste moins puissants et d'accepter parfois un délai un peu plus long, etc. C'est du raisonnable. Mais heureusement, leur prix en fait limite de lui-même en fait leur utilisation, quoi. Et après, les constructeurs, c'est un peu comme, c'est un peu l'histoire de l'évolution technologique, hein. Ça a été la même chose avec le SSD. À chaque fois qu'il y a un nouveau besoin, les constructeurs évoluent. Et là, typiquement Intel, sauf erreur, l'année prochaine, ils vont complètement changer leur architecture et ils vont passer sur des architectures qui se rapprochent de ce que fait Apple Silicon.
Et je pense que AMD a aussi du lourd en développement. Et je pense que le marché du CPU n'a pas dit son dernier mot non plus, pour certains usages en tout cas. Donc il faudra observer durant ces prochains mois, années, comment évolue aussi le marché du matériel. Mm. L'évolution aussi de l'énergie va limiter aussi, au final. On voit la montée des coûts énergétiques et qui ces dernières années, ça va aussi mettre un frein. Alors, c'est dommage que le frein vienne par la pénurie, quoi, mais on va arriver au final, de toute façon, par une saturation à ce niveau-là, et on ne peut pas se dire on va utiliser de plus en plus à jamais, quoi. C'est juste pas possible. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Moi, personnellement, ce que je vois, c'est que durant les dernières années, enfin les dernières années, je dirais plutôt les derniers trimestres, Nvidia sort beaucoup de GPU spécialement dédiés aux LLM, donc les gros modèles d'IA qui ne peuvent pas rentrer. In fine, la barrière est celle de la RAM. Est-ce que j'ai assez de RAM pour faire rentrer mes 70 milliards de paramètres ou mes 130 Mm. milliards enfin, voilà, il me faut beaucoup de RAM. Si on regarde un peu les prix, je ne sais plus si on avait fait cet exercice, j'avais fait cet exercice-là avec toi, Jérôme, mais si on regarde un peu les prix d'un GPU, on peut avoir, je crois que c'était une Tesla ou une A100 32 Go, quelque chose comme ça, qui coûtait 16 000 euros. Et si on la veut en 64 Go, elle était à 40 000 euros. Et je me suis dit, mais 64 gigas de RAM, en réalité, c'est deux barrettes qu'on met dans un serveur et c'est pas grand-chose. Ça coûte pas une différence de 15 000 euros en gros, quoi. Mais tout le monde veut cette hype du GPU parce qu'il y a cette idée qui est rentrée dans les crânes qu'une IA tourne sur du GPU, mais en fait, il y a beaucoup d'autres hardware. Et vous, je ne sais pas de votre côté si vous avez regardé un peu les autres hardware que je sais qu'il y a. Ah non, je ne me rappelle plus le nom de la boîte, mais il y a une boîte qui fait ce qu'on appelle des IPU. Il y a Google qui garde ses TPU pour eux. Mais par exemple aussi, il y a des puces NPU, mais ça c'est Huawei aussi, donc c'est une licence un peu particulière, il me semble. Mais est-ce que vous avez fait un paysage pour vous poser la question de quelles alternatives vous auriez pu prendre au GPU? On a fait des tests en fait de notre côté pour voir ce qu'on pouvait utiliser après avec les modèles en fait qu'on utilise, notamment le Falcon par exemple, qu'on utilise. Bah, finalement, il y a que les GPU qui vont rendre en fait le service efficace, quoi. Après, c'est effectivement la RAM extrêmement chère. Après, je suis pas ultra spécialiste de ce côté du hardware pour expliquer le Oui, il pourquoi y a du plus que de comment, la RAM, mais clairement. ouais, voilà, les prix, c'est exactement ça. Et en fait, on est arrivé avec les GPU, on est arrivé tellement loin parce que on a eu un, un, une rencontre de plein de facteurs, parce qu'on a eu le Covid qui a fait la limitation en fait au niveau des manufactures. Il y a eu l'IA qui a débarqué en même temps et les bitcoins qui valaient 60 000 dollars. Donc en fait, on a eu tout ça en même temps. On a eu des demandes complètement folles qui sont arrivées dessus. Ça fait une immense razzia sur les GPU. Nvidia a fait après ses GPU spéciaux justement pour les LLM, tout ça. Après, ils ont bridé le bitcoin. Enfin bref, ça allait dans tous les sens. Euh, tout ça pour dire qu'au final, à ce moment-là, il y a eu une sorte de hype autour des GPU et l'offre la demande en fait. Et finalement, ça fait il y a eu un gros déséquilibre à un moment, à un instant T. Il faut voir si ça va vraiment durer. Peut-être que le marché va simplement se tasser déjà par rapport à ça. On a maintenant des brokers qui nous contactent. Donc ça a toujours existé des brokers de matériel et spécialement plus pendant le Covid. Mais maintenant, on a des brokers de GPU, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est où ils se fournissent. C'est-à-dire que ces brokers de GPU, ils ne vont pas se fournir dans des data centers, sur des serveurs qui ont été commandés en trop ou quoi que ce soit. Non, c'est des fonds d'investissement qui ont acheté du GPU pour financer en fait des startups, Ok. par exemple. Et c'est ça, en fait, ils les ont jamais utilisés et du coup, maintenant, ils les revendent en fait. Et là, on voit en fait à quel point il y a une spéculation à ce niveau-là. Donc, il y a un dérèglement au niveau de l'offre et la demande et à mon sens, ça va au bout d'un moment finir par retomber. Il y a aussi en parallèle les algos qui sont utilisés en fait par l'IA. Actuellement, c'est fait de cette manière. Je lisais ou j'écoutais, je ne sais plus sur quel podcast ou où, mais justement, on disait bon, bah,
aujourd'hui, c'est comme ça. Mais demain, peut-être que ça va changer. On va faire des algos qui sont beaucoup plus efficaces, qui sont moins énergivores, en fait, tout simplement. Et on va trouver d'autres solutions, aller plus loin. C'est un peu comme les CPU. À l'époque, les CPU, on a Ouais. l'impression de devoir faire de plus en plus petit. Puis d'un coup, on s'est dit, bah, tiens, on fait 2 cœurs, etc. Et on allait sur une autre piste. Bah, l'IA, ça fera la même chose, probablement. Et en gros, il y a un peu de tout en même temps qui arrive. Et on s'est retrouvé un petit peu désemparé. On se dit, oh, mais il y a tout ça. Il y a le Covid, il y a le Bitcoin, il y a les GPU, enfin, il y a l'IA. Enfin, ça va changer. Ouais, ouais. Bah, moi, je sais pas forcément ce que je souhaite, mais je me dis que, il faut que ça s'effondre un minimum ou que d'autres technologies prennent des parts de marché dans l'IA parce qu'en fait, là, par exemple, juste à côté de moi, j'ai un stand, je suis au Web Summit, j'ai un stand avec un cloud spécialisé dans le GPU et 90, je crois que c'est 1,50 € de l'heure pour un NVIDIA H100. Ça n'est pas rentable, ça n'est pas possible. Mm. Et clairement, eux, ils sont dans une course avec une quinzaine d'autres fournisseurs cloud qui se disent on va être beaucoup moins cher au niveau GPU que les Big Three, mais ils ne sont pas rentables. Du moins, je ne pense pas qu'ils soient rentables. Et les seuls qui gagnent de l'argent dans cette histoire-là, en fait, c'est Nvidia, je me dis. Bah, ça se voit sur leur stock, quoi. Mais en fait, il faut aussi regarder cette entreprise-là, qu'on va peut-être pas citer, mais de qui est derrière. Comment Oui, elle fonctionne? Quel est son oui, business model? c'est vrai. Parce que finalement, ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est juste acquérir beaucoup d'utilisateurs pour finalement faire x10 les prix une fois qu'ils auront unlocké tout le monde. Mm. Donc, c'est aujourd'hui, c'est pas rentable. Mais comment ça sera demain? Et c'est un peu un des éléments sur lesquels il faut faire attention, c'est à qui appartiennent ces entreprises, en fait. Est-ce Ouais, que c'est un grand groupe qui est derrière? c'est Quelle est la mission finale? c'est super intéressant parce que si l'entreprise dont tu parles est celle à laquelle je pense, j'ai vu notamment que ça a fuité dans une vidéo de cette entreprise même qui disait que l'infrastructure sur laquelle ça tourne, c'est pas celle qui serait la plus efficiente, mais comme tout a été fait sur cette infrastructure, on peut pas quitter cette infrastructure pour faire quelque chose qui serait plus efficace. Donc c'est vrai que on est en plein dans cette propriétarisation des technologies qui peuvent même se retourner contre les éditeurs eux-mêmes. Ouais, ouais, ouais. Sachant que bah, en ce moment, la grande mode chez Nvidia, c'est la H100. La plupart des cloud providers ont reçu ou vont recevoir leur H100. Et en réalité, il y a déjà la GH100 qui est en train de sortir et ils sont déjà plus à la page. Et, enfin, c'est un marché, il est tendu, il est compliqué et Nvidia a la couronne, je trouve. Et il faut que ça s'autorégule ou régule par autre chose, mais je pense que c'est un marché qui doit se faire réguler. Et Le vrai problème derrière, c'est les algos qui sont utilisés, hein. On le oui, voit c'est pas bien, faux. là on a notre IA souveraine parce qu'on a une IA qui est basée sur le Falcon, mais qu'on exploite en fait depuis nos data centers, donc avec les garanties qu'on fournit en fait pour l'ensemble de nos services sur l'aspect des données, etc. Il y a la dernière version qui est sortie, elle demande tellement de RAM qu'elle n'est pas utilisable. Il y a forcément derrière, il y a un problème. Donc on va trouver une solution. D'accord quand tu me parles d'algo, parce que tu vois, je fais pas mal de. Enfin, avec Claude Mercato, je fais pas mal de benchmarks et en ce moment, je lance pas mal de tests à propos d'IA, notamment Polyama pour faire du LLM texte ou du speech to text et d'autres choses comme ça. Et en fait, euh, les cartes graphiques qu'on a aujourd'hui peuvent faire tourner du code relativement aussi rapidement qu'une GeForce 3080 Ti carte graphique de gamer. Mm. Et pourquoi? Parce que je dis pas qu'NVIDIA vend de la camelote et que les deux produits sont complètement comparables. Je dis que les codes qu'on a aujourd'hui, quand tu les fais fonctionner sur les deux cartes, ils peuvent te donner à peu près les mêmes résultats. Alors qu'il y en a Mm. une qui coûte 400 euros, il y en a une qui coûte 16 000 euros. Cependant, si tu regardes les benchmarks d'NVIDIA, ils sont pas faux du tout, hein. Eux, ils savent très bien comment optimiser leur code et comment bien utiliser le hardware, etc. Donc, ils ont fait un code aux petits oignons pour ce qu'ils ont à faire. Mais c'est un marché trop étrange pour nous. J'aime bien le code, j'aime bien les performances, mais
c'est très jeune. C'est très, très jeune comme marché. Et, Ça euh, va se et, euh, stabiliser. ouais. Et au niveau prix, c'est tendu. Et vu qu'on parle de prix, ça me permet de faire une très belle transition vers du coup les prix délirants d'Infomaniac. Comment vous faites pour avoir des prix comme ça? Quel est le secret? Quelle est la sauce magique? Le, c'est assez simple en fait. C'est-à-dire que de nouveau, on est indépendant, on n'obéit qu'à nous-mêmes. Donc à partir de là, on décide de notre rentabilité et on ne court pas après une rentabilité folle pour faire plaisir aux actionnaires. Ça, c'est ce qu'on disait D'accord. avant. Ouais. Donc ça nous permet déjà d'avoir des prix en fait qui sont le juste prix tout simplement. L'autre chose qui peut aider, c'est qu'on arrive aussi relativement tard en fait sur le marché du public cloud notamment. Donc, on peut aussi bénéficier en fait d'améliorations technologiques, on peut bénéficier typiquement d'OpenStack qui est beaucoup plus mature, qui demande aussi moins de temps en fait qu'à l'époque. Tout ça en fait mis bout à bout nous permet d'avoir des prix qui sont pas délirants mais raisonnables justement. Et c'est Et on mutualise aussi beaucoup ouais parce que au Swiss niveau du service, Transfer, K-Drive, Swiss Backup, le public cloud, là Olivier tu me corriges, hein, tout ce qui est stockage, c'est la même technologie. On a le même brique toujours en dessous. Ouais. C'est ça, donc en fait on peut mutualiser énormément ce qu'on fait. ça c'est pour l'humain, c'est-à-dire qu'on va Voilà, mutualiser en fait les oui. compétences au niveau de l'administration de tous ces clusters. Par contre, au niveau du hardware, lui, le prix a chuté énormément. En quelques années, les disques, les SSD, ça a Ouais, baissé drastiquement et clairement. tout baisse. Et ça nous permet en fait d'avoir des prix qui sont beaucoup plus raisonnables de nouveau. En fait, des concurrents qui ont créé, qui ont lancé leur service de public cloud il y a peut-être 10 ans, ils sont loqués avec ces prix. C'est-à-dire que s'ils vendent, je ne sais pas moi, 1000 unités à 1 franc, et nous on arrive derrière, et puis maintenant, vu que tout a baissé, les 1000 unités, on peut les vendre à 25 centimes. Mm. Le concurrent ne pourra pas se dire on va passer de 1 à 25 centimes, c'est pas possible, il perdrait 75% de son chiffre d'affaires. Ouais, Donc c'est aussi ça qui est l'avantage en fait d'arriver un peu plus tard, c'est qu'on peut mettre des prix qui correspondent à la réalité du marché d'aujourd'hui et non pas à un historique qu'on devrait respecter pour éviter de se tirer une balle dans le pied. Donc voilà, les prix ne sont pas délirants, ils sont juste actuels. ouais. C'est pertinent ce que tu me dis parce que c'est un peu ce que je vois dans le block storage où AWS, au début, je crois qu'ils étaient relativement chers sur le block storage. Après, au bout d'un moment, ils se sont mis à 10 centimes à peu près pour les régions Europe et North America. Et du coup, quasiment tous les blocs storage chez tous les cloud providers sont à 10 centimes. Parce qu'ils se disent, Mmh, bah, c'est le prix d'un bloc storage. Donc, on va se mettre à ce prix-là. c'est ça. Mais en réalité, ça correspond juste à la réalité du leader de marché et pas forcément à la réalité du marché, ni à leur coût en termes d'infrastructure, d'OP, etc. Exactement, en fait, les 10 centimes, c'est à peu près le prix qu'on arrive à avoir en fait avec le matos aujourd'hui si on fait une commande en fait presque à l'unité quoi. Mm. Mais là, on regarde avec AWS la comparaison, eux, ils doivent avoir des volumes en fait de commandes qui font qu'ils touchent ça avec des rabais énormes. Donc Ouais, finalement, le prix que eux obtiennent n'est pas le même que nous on va obtenir. Donc en fait, leur marge est encore plus grosse que ce qu'on s'imagine quoi. Donc mais voilà, après, ils ont cette position dominante, ils ont cette position d'avoir du vendor lock-in à 100% pour tous leurs utilisateurs. Et du coup, ils peuvent se permettre de fixer les prix comme ils veulent. Et puis, d'autres acteurs qui arrivent plus tard peuvent décider, bon, bah voilà, on va se caler comme eux, puis on fait 1 centime de moins. Ou alors, on fait comme nous, on décide de se dire, ben non, en fait, on va juste faire le juste prix. On va pas faire un prix hypothétique parce que tel ou tel fait comme ça. Non, on fait le prix qu'on peut faire aujourd'hui pour être rentable et qu'on puisse continuer en fait à croître. mm, Et puis après, voilà, que ça déplaise aux autres, ben, tant pis. Et c'est ce qui s'est passé typiquement avec les noms de domaine. Les noms de domaine, c'était un marché qui était vraiment saturé en fait, avec beaucoup d'acteurs qui vendaient des noms de domaine assez chers. Je peux prendre l'exemple du point CH, qui est l'exemple le point CH pour la Suisse, ouais, qui était vendu par nos concurrents autour des 35 francs euros, c'est la même chose, donc autour des 35 francs euros. Et nous, on est arrivé et on a calculé et on s'est dit, bah voilà, il va être 8,90, 8,90, pardon.
Donc voilà, de nouveau, ils disent, mais c'est pas possible, comment ils font? Mais c'est juste le vrai prix. C'est-à-dire que nos concurrents ne peuvent effectivement pas passer de 30, 35 à 8,90 parce qu'ils perdraient tout ça, qui leur ont permis en fait de grandir, d'engager des gens, ils ont du salaire à payer, mais nous, on vient plus tard. Pour nous, le nom de domaine, notre métier à nous, c'est l'hébergement, notre métier, c'est les mails. Notre métier, c'était pas le nom de domaine. Donc, on arrive en fait avec un service beaucoup plus réglo en fait en termes de tarifs parce qu'on est de nouveau au prix du marché au jour où on le lance. Ouais, ok. Jérôme, on va lancer le hashtag hyper voleur au lieu de hyper scaler, tu vois. Peut-être que ça marchera, je sais pas. Ouais, c'est pas mal. Hyper roller. Ça va pas non plus être le mot de la fin, mais je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui. Messieurs, je vous demanderai juste si vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous voulez laisser dans les mémoires, sur Infomaniac, sur la vision du cloud ou sur ce que vous voulez. Je vous laisse juger. Ben, je sais pas si on a tous un petit mot à dire, mais moi j'ai envie de dire à tous les auditeurs de venir voir en fait ce qu'on fait, de découvrir ce qu'on fait, de découvrir notamment nos valeurs. On n'a pas cité avant, mais il y a la page Nous Pelions sur infonac.com / Nous Pelions, je crois. Au pire, on cherche sur votre moteur de recherche favori. Et vous voyez un peu tous nos engagements. Et après, voilà, de tester nos outils, de voir ce qu'on fait, puis de ne pas hésiter à solliciter notre support, de voir aussi qu'on a un support qui est ici, qui est local, qui parle français, qui aide, qui est proche du client. Et je pense, voilà, c'est la meilleure chose qu'on peut faire de nous aider, finalement, c'est d'utiliser nos produits. Et moi, j'aurais envie de dire déjà qu'on recrute en permanence. Donc, s'il y a des gens qui sont dans la région genevoise, le Grand Genève, pas hésiter à regarder nos offres d'emploi. Et ça m'échappe. Je vais repasser le mot à Olivier, du coup, qui a dû réfléchir. Et moi, le mot de la fin, moi, je vais lancer des recrutements. Ah oui, On et cherche moi, ça me toujours. reviendra à ce que je voulais dire. Mais ouais, n'hésitez pas à venir voir nos produits. Ce que j'aime bien, moi aussi, c'est que je suis toujours surpris de ce qu'on fait. Ça, je trouve ça cool. On est employé, on bosse, et on fait un truc, on fait waouh, on a fait ça, quoi. Et ça, c'est un truc que j'aimais retrouver ailleurs dans les autres entreprises. C'est un truc qui me plaît. Et venez tester nos produits, ça vaut le coup. Et voilà, moi, ça m'est revenu. On croit que en Europe, on n'est pas capable de se subvenir à nos propres besoins numériques. Et c'est vraiment une croyance. En réalité, le fait de maîtriser ce qu'on fait, de le développer par nous-mêmes, de se baser sur des technologies libres, ça donne beaucoup plus d'avantages en termes de sécurité, en termes de confiance auprès des clients, qu'en passant par des développeurs, des hyperscalers qui verrouillent tout et qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes valeurs que nous. Et du coup, oser choisir des entreprises locales, que ce soit du Exoscale, du OVH, du Infomaniac, ou n'importe ce que vous voulez, mais voilà, des boîtes qui produisent en Europe, qui créent de la valeur en Europe, qui payent leurs impôts en Europe. Et vraiment, faites cet effort. Et si ça vous fait peur, faites des solutions hybrides, testez en simultané, et vous verrez que bien souvent, à performance égale, vous serez bien surpris du résultat, et encore plus quand vous contactez le support technique d'entreprises qui sont proches de chez vous. Tout à fait. Eh bien, merci messieurs, c'était vraiment un plaisir. Toi, auditeur, tu peux nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, tu peux nous retrouver sur YouTube, tu peux nous retrouver également sur LinkedIn, sur Twitter. Et je t'invite à juste t'abonner, nous suivre, parce qu'on partage toujours beaucoup de news, ce podcast, des études, des benchmarks et plein de bonnes choses. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à vous, messieurs, une bonne journée à toi aussi, Jérôme. Salut. Allez le Servette FC, allez l'Europe, et puis allez la France. Merci. Merci. Eh bien, bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Merci, Maman.